Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec le Kazakhstan. Le dynamisme économique de ce gigantesque pays asiatique suscite l'intérêt de tout le monde car avec au sud le désert et les monts Tian Shan avec des sommets de plus de 7000 mètres, les Kazakhs sont un peuple turcophone qui descendent de tribus turques nomades qui se sont regroupées vers le XVe siècle entre le fleuve Syrdarya et le lac Balkhash. Kazakh, cela veut dire homme libre, et sur le drapeau kazakh, on retrouve l'aigle des steppes, le berkout, comme pour rappeler que les Kazakhs sont restés nomades, contrairement aux autres peuples turcophones d'Asie centrale, plus au sud, qui eux ont fait le choix de la sédentarisation. Ce pays a aujourd'hui 15,5 millions d'habitants. Or, le peuple kazakh y est tout juste majoritaire, le Kazakhstan ayant été intégré à l'Empire russe à partir du XVIIIe siècle, et puis ensuite intégré à l'Union soviétique. À la fin du XIXe siècle, des paysans russes et ukrainiens viennent s'installer sur les terres cultivables du nord et de l'est du pays. Puis, sous le régime soviétique, le Kazakhstan devient une terre de déportation, et ce, depuis tous les confins de l'URSS. 200 000 Coréens, depuis l'Extrême-Orient russe en 1932, des Baltes et des Polonais en 1939, des Allemands en 1940, des Tatars et des Tchétchènes en 1945, des Juifs et bien sûr des Russes, des millions de citoyens soviétiques déportés au Kazakhstan dès qu'ils pensaient un tant soit peu différemment du Parti communiste soviétique. Au total, une centaine de peuples cohabitent aujourd'hui au Kazakhstan, dont 30% de Russes. Autre héritage russe, alors que presque la moitié de la population kazakh est musulmane, plus de 40% est orthodoxe. Alors lorsque survient l'indépendance en 1991, l'une des premières préoccupations des nouveaux dirigeants du Kazakhstan, c'est de s'assurer de la cohésion du nouvel État. Parce qu'au nord, on craint alors la sécession des régions à majorité russe qui sont frontalières de la Russie, et au sud, il y a expansion de mouvements islamistes déjà présents en Afghanistan et en Ouzbékistan. Donc le nouvel État prend plusieurs mesures. D'abord, le pays signe des traités bilatéraux avec les voisins russes, ouzbeks, kirghizes, pour s'assurer de l'intangibilité des frontières. Ensuite, le kazakh devient langue officielle, mais le russe reste la langue de communication et des affaires. Et puis, en 1999, la capitale, Almaty, est déplacée à Astana. Alors arrêtons-nous un petit moment sur cette nouvelle capitale, car elle se veut la vitrine d'un nouveau Kazakhstan et elle est parfaitement révélatrice des ambitions du pays. L'idée d'abord, c'est de renforcer la centralisation du pays. Astana est construite au croisement de deux grands axes ferroviaires reliés au transsibérien, car le Kazakhstan voudrait jouer le rôle de pont entre Orient et Occident, entre Europe et Asie, pour favoriser son insertion dans le marché mondial. Ensuite, Astana se veut une ville de pouvoir avec tous ses symboles. Bâtiments officiels neufs, souvent gigantesques, mise en scène d'une idéologie nationale autour du président Nursultan Nazarbayev, qui est au pouvoir depuis 1991, et la capitale exprime ainsi la démesure du système autoritaire du président kazakh et la corruption du régime qui a profité de la construction de la nouvelle capitale pour accorder des contrats, souvent en fonction de l'importance des pots de vin. Si maintenant on regarde l'économie, on voit que ce pays a d'immenses surfaces cultivables, mais sa richesse est due à son sous-sol. On trouve de l'uranium, du cuivre, du zinc, du plomb, de l'or, du charbon dans le bassin de Karaganda, et beaucoup de pétrole et de gaz autour de la Caspienne. Avec les gisements récemment découverts de Tengiz et de Kashagan, le pays pourrait même devenir le 5e producteur mondial de pétrole d'ici 2015. En 2006, le taux de croissance du PIB était de 10,5% et le PIB par habitant de 9 300 $ en parité de pouvoir d'achat. Et ces bons chiffres, évidemment, sont largement dus au pétrole. En fait, le problème pour le Kazakhstan, c'est comment évacuer les hydrocarbures. Car le pays est enclavé par la Russie au nord, la Chine à l'est, au sud par le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, et la mer Caspienne à l'ouest est une mer fermée.
Ce qui fait que pour exporter ces hydrocarbures, le Kazakhstan est tributaire du réseau russe développé à l'époque soviétique et d'un nouvel oléoduc mis en service en 2001 entre Tengiz et Novorossiysk, assorti d'un accord de transit pour le pétrole kazakh à travers le territoire russe, signé pour 15 ans en 2002. Le Kazakhstan et la Russie ont aussi mis en place en octobre 2006 une coopération pour l'énergie nucléaire qui est fondée sur une extraction commune des gisements kazakhs. Le Kazakhstan détient 20% des réserves mondiales d'uranium et aussi sur l'enrichissement sur le site d'Angarsk en Russie. En fait, ces deux États sont restés très proches depuis 1991. La frontière qu'ils partagent fait 7000 km de long. La Russie est le premier partenaire économique du Kazakhstan. Les deux pays ont signé en 1992 un traité de défense pour 25 ans et le Kazakhstan accueille toujours le centre spatial russe à Baïkonour. Deuxième partenaire d'Astana, c'est l'autre grand voisin, c'est-à-dire la Chine. Sans doute, c'est surtout le pétrole kazakh qui intéresse Pékin. La compagnie pétrolière chinoise CNPC a racheté à l'automne 2005 la compagnie Petro-Kazakh, qui possède la plus grande raffinerie du pays à Chimkent et qui détient plusieurs gisements dans le sud-ouest du pays. Un oléoduc entre le centre du Kazakhstan et le Xinjiang chinois a été achevé fin 2006, et pour permettre la jonction entre la Chine et la Caspienne, la section Kenkyak-Kumkol est en construction et elle est financée à moitié-moitié par la compagnie chinoise CNPC et une compagnie sino-kazakh KKT. Le Kazakhstan va ainsi pouvoir diversifier les voies d'évacuation de ces hydrocarbures. Maintenant, voyons les relations avec l'Union européenne et les États-Unis. Plusieurs entreprises pétrolières américaines ont signé des contrats d'exploitation avec les compagnies kazakhs et grâce à l'oléoduc BTC, qui est construit par un consortium américain entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, les États-Unis offrent au Kazakhstan une alternative pour évacuer son pétrole par bateau via Bakou, c'est-à-dire en contournant la Russie et l'Iran. Cette voie d'évacuation d'ailleurs est encouragée par l'Union européenne dont la priorité dans la région c'est l'approvisionnement énergétique. Alors au niveau stratégique, Washington considère le pays comme un partenaire privilégié du fait de cette position entre Russie, Chine et Inde. Et avec les républiques d'Asie centrale, le Kazakhstan cherche à mettre en place une union économique, l'Unistan, pour créer un marché régional couvrant besoins en nourriture et énergie, et ainsi favoriser la stabilité régionale. Quand on compare les chiffres, on voit que le niveau de vie au Kazakhstan est plus élevé que chez les voisins de l'Asie centrale, et cela évidemment est dû au revenu du pétrole. Et en fait, il y a de nombreux bémols à ajouter à ce descriptif. D'abord, il y a une loi qui a été votée à l'automne 2007 qui permet aux autorités kazakhes de rompre les accords conclus avec les entreprises étrangères. Cette loi vise à reprendre le contrôle du secteur énergétique, mais elle pourrait évidemment dissuader à l'avenir les investisseurs étrangers. Et puis ensuite, si Nazarbayev, qui est président depuis l'indépendance en 1991, s'il reste populaire auprès des Kazakhs, cet ancien chef du parti communiste kazakh sous l'ère soviétique a dérivé vers la gestion autoritaire. L'élimination des contre-pouvoirs, le népotisme, la corruption, le changement des lois pour pouvoir se maintenir président à vie. Alors c'est curieux parce qu'il semblait vouloir s'en différencier depuis 1991, mais le régime kazakh aujourd'hui semble suivre de près le modèle autoritaire russe à la Vladimir Poutine. Alors vous pouvez retrouver ce pays dans le chapitre géopolitique de l'Asie centrale, dans le volume 2 de l'Atlas du dessous des cartes, paru fin 2007 chez Arte et Talendier. Je vous signale que le tome 1 en format de poche est toujours disponible. Et puis je vous signale aussi que la Société de géographie fait peau neuve dans une très belle revue qui s'appelle La Géographie. C'est une édition magnifique et c'est édité chez Glénat.